Aujourd'hui, la nuit tombe, et le désespoir un peu avec, et quelque chose qui recouvre le monde d'un voile. Et c'est pas loin de ce qui m'intéresse. Et c'est parce que le monde que j'ai envie ce soir de parler d'un livre qui m'a déjà été demandé, dont je vais probablement pas parler de façon académique comme toujours, La métaphore vive. La métaphore vive, moi j'ai un poche, comme d'hab, pour le métro, mais lui c'est plus galère parce que dans le métro c'est quand même pas top. C'est ça. La métaphore vive de Paul Ricoeur, grand philosophe français, Ricoeur, et, je le dis tout de suite parce que ça va être important, philosophe chrétien. Qu'est-ce qui fait avec la métaphore vive? Il faut vraiment voir si j'ai bien compris, parce que moi je connais pas grand chose de Ricoeur finalement. Enfin, on sent qu'il y a quand même eu quelques notes. Hein. Je sais même plus de quand c'est Seuil 75. C'est un livre qui a été écrit en réponse à Mythologie blanche, je crois, d'En Marge, à Derrida. C'est une réponse à Derrida qui, grosso modo, dans Marge, aboutit à cette conclusion que la métaphore est impossible, que la métaphore n'existe pas. Et c'est un texte absolument passionnant de Derrida. Je dois avouer que on vieillit, et quand on n'est pas exactement en train de lire pied à pied ce genre de texte, on a du mal à se rappeler les étapes de ce qui nous attend illuminé. On n'a plus que ce vague souvenir quelque peu nostalgique de l'illumination passée. Qu'est-ce qui s'est passé avec donc Derrida? En fait, c'est grosso modo un boulot autour de la logique du tiers exclu, hein, entre Derrida et Ricoeur. C'est à peu près autour de là que ça se joue. À savoir, la métaphore désigne-t-elle? Et que désigne la métaphore? C'est ça la question. On va le rappeler, on va repartir de la base, je vérifie. Hop, bah non, j'avais bien éteint le son. C'est quoi une métaphore? Ça, alors, une façon rapide de le dire va être de dire une métaphore, c'est une comparaison sans com. Et là, même si on part de ce postulat, en fait, je pense plutôt que la comparaison, c'est une métaphore qui ne s'avoue pas et qui se craint, déjà, il y a un problème. Parce que la métaphore, en ce sens-là, eh ben, si on enlève le com, donc on enlève la modélisation, elle est une identité. La métaphore, c'est un signe égal. C'est ce qui va construire un rapport d'identité. Alors techniquement, on va avoir un métaphorisé, un métaphorisant, comme on peut avoir un comparé, un comparant, qu'est-ce qui va être, etc., repris. Et la façon dont on va construire la métaphore est assez complexe. Mais ce qui intéresse le plus Ricoeur, c'est pas tellement ces analyses-là précises de la métaphore dans le texte, mais ça va être l'analyse de la... Enfin, ou plutôt, ce qu'il fait dans la métaphore vive avant de répondre à Derrida. Énorme histoire. C'est d'écrire une histoire des théories de la métaphore. Alors déjà, si on doit bosser sur la métaphore, c'est quand même hyper pratique, parce que c'est hyper précis, il part d'Aristote, la base. La définition d'Aristote, ce qui pose problème, il va y revenir, et donc ce sont comme ça des études qu'on peut lire indépendamment, parce qu'elles vont être monographiques, et l'ensemble va avoir une dynamique, et donc une progression. Donc entre rhétorique et poétique, Aristote, le déclin de la rhétorique, la tropologie, la métaphore et la sémantique du discours, la métaphore et les sémantiques du mot, et la nouvelle rhétorique, travail de la ressemblance, métaphore et référence, et métaphore et discours philosophique à la fin, qui, à mon avis, j'allais dire est orgasmique, mais en fait qui est extatique, et c'est important. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Donc ça veut dire que, bien sûr, il présente... Alors, ça n'est pas un manuel de métaphore, hein, c'est vraiment directement de la philosophie, du commentaire philosophique. Et j'ai quand même l'impression que cet exercice du commentaire de texte philosophique, à part en pure histoire de la philo, mais qui, pour le coup, me semble-t-il, a tendance à révéler des espèces de discours sous-jacents, comme j'ai pu le faire avec mon modèle des sciences naturelles chez Renan, quoi. Mais donc révèle, vraiment découvre au sens littéral, des choses qui sont présentes, plus qu'on ne va avoir le plus souvent de commentaires philosophiques à proprement dit. Mais comme je suis pas philosophe, je vous fais ça au doigt mouillé, quoi. Alors bon, c'est super commode parce qu'il a une étude extrêmement exhaustive. J'avais été très très marquée par les extraits d'Edwige Conrad. C'est une thèse, je crois, de 42, quelque chose comme ça. En français, ça m'a arrangé parce qu'en plus,
Ricoeur, il s'en fout, hein, que ça soit dans une autre langue. Parce qu'Aristote, hein, c'est grec ancien. On déconne pas. Voilà. Alors, grosso modo, les questions, la métaphore, bon, mais c'est un rapport d'identité. Et ce rapport d'identité, il n'est pas une analogie. L'analogie, elle garde à distance, mais elle met en parallèle. Mais c'est vraiment un rapport de... c'est la même chose. Ce qui pose des problèmes parce que si on reprend la logique du tiers exclu, bah, une chose, ou les principes logiques d'Aristote, une chose ne peut pas en être une autre et être elle-même en même temps. Sinon, c'est la même chose. Vous y êtes ? Et donc, comment être une autre chose sans être en même temps ? Parce que les deux choses ne se mélangent pas. Si on dit l'aurore aux doigts de rose, on n'est pas en train de dire que l'aurore a des doigts végétaux. On est en train de comparer et en même temps, ce qu'on va voir, c'est darder les rayons en rose. Et c'est ça qui est beau. Et qui a fonctionné, qui crée cette émotion poétique. Donc la question, elle est ontologique au niveau de l'essence, c'est-à-dire de la substance. Qu'est-ce qui est désigné ? Elle est bien sûr linguistique. Bien sûr, est-ce que le langage peut désigner ? Il est un peu obligé de postuler que si, parce que si le langage ne désigne pas, la métaphore carrément pas, quoi. Voilà. Je pense pas qu'il y ait de philosophie du langage qui part du principe que le langage ne désigne pas, mais la métaphore plus, quoi. Quelque chose comme ça, de réalité, enfin de désigner de façon référentielle, donc, dans le monde. Et après, la question, ça va être, mais comment on délimite dans le texte, on va vraiment définir, marquer les contours de la métaphore au niveau du texte et même au niveau de la langue. Alors lui, c'est pas Max Black et la question de métaphore versus modèle de pensée, qui est une question hyper importante, mais qui est postérieure et en fait beaucoup plus facile. Hein, grosso modo, le modèle de pensée, c'est une métaphore avec un étayage théorique et qui est développé. Si on surcondense. Voilà. En fait, une des idées de Ricoeur, c'est de dire que la métaphore, c'est une fiction condensée. C'est-à-dire que si on déplie la métaphore, mais la langue ne le fait pas, ce qu'on va retrouver, ben, c'est un récit. Et un récit fictif. Voilà. Ça, c'est intéressant. Donc, type métamorphose d'Ovide, quoi. Et ça, c'est vraiment un truc déjà que j'ai adoré. Et ce sont de premières étapes pour temps et récit. Alors, j'ai trouvé temps et récit beaucoup plus facile à lire que la métaphore vive au niveau même de la langue. Mais j'ai un souvenir un peu lointain de temps et récit. Voilà. La question, c'est est-ce que la métaphore, c'est un mot ? À quel niveau se situe la métaphore ? Bon. Est-ce que c'est l'ensemble X et Y ? Donc, pour mettre en place le rapport d'égalité, avec évidemment ce qu'il est. Il y a quand même des pages assez longues où il reprend d'autres auteurs pour expliquer que finalement, ce qui est la copule être, évidemment, ça peut avoir des synonymes, etc. Mais qu'on aurait. En fait, je crois pas qu'il utilise ces expressions-là, mais en structure profonde, si on reprend un terme de Chomsky, on retomberait sur ce schéma syntaxique qui permet d'avoir en fait une copule être, donc un rapport d'identité qu'on va faire en maths par un rapport égal, quoi. Ça, c'est déjà un peu intéressant, quoi. Voilà. Et donc il avance avec les différentes écoles, je crois qu'il y avait le groupe Mu, donc la rhétorique poétique c'est Genette et les poteaux, vraiment comme ça. Et il fait une analyse mais extrêmement fine et profonde et rigoureuse des différentes théories de la métaphore, mais dont il va montrer à chaque fois les faiblesses et des insuffisances. Et c'est très beau, hein. C'est vraiment intellectuellement, c'est flamboyant, quoi. C'est à la fois modeste et flamboyant. Alors on va pas du tout avoir l'humour dans Genette, par exemple, hein, beaucoup plus direct, beaucoup plus resserré comme écriture. Je sais pas, vous voyez, c'est de la petite police de caractère, quoi. Et qu'est-ce qui se poursuit à partir de ça ? Il en arrive à Derrida et à cette question donc de finalement la métaphore ne désigne donc pas, et la métaphore est impossible et elle est soit une tautologie, soit un mensonge, en gros. Et en fait, ce que j'ai vraiment trouvé fabuleux, fascinant, et qui m'a coupé le souffle, alors c'était une chose... vraiment, t'as fallu, c'est un livre, je l'ai commencé à le lire, ça explosait dans tous les sens. Je l'ai laissé de côté pendant 6 mois, en me demandant c'est quoi une métaphore pour moi, c'est quoi mes exemples, en prenant énormément de notes, et donc il y a des choses que j'ai vues confirmer, d'autres invalidées, et d'autres qui étaient propres. Donc ça, je pense que c'est une bonne façon de penser, j'allais dire à la recherche, mais c'est pas une question d'activité professionnelle, là.
Mais un texte difficile comme cela, je conseille de le lire en ayant une question à se poser et non pas pour l'avoir lu. Et c'est-à-dire une question à se poser, elle n'est pas forcément personnelle, existentielle, mais quelles sont les questions? Pourquoi c'est important? Il y a plein de livres qui l'expliquent, on n'a pas besoin, quoi. Mais là, quand même, c'est ardu, quoi. Pourquoi c'est important, cette question? Et je savais que c'était important pour moi, mais je ne savais pas à quel point. Et finalement, la métaphore pour Ricoeur, c'est une, c'est une ontologie en tension qui va... alors, c'est une tension linguistique qui traduit une tension ontologique. Je spoil la fin. Tension linguistique, puisque finalement, en reprenant donc les principes logiques d'Aristote, etc., et puis avec Derrida, ce qui se passe sur la métaphore, c'est que ça est et ça n'est pas. Il y a une dimension de fictionnalité dans la métaphore, parce qu'on sait bien que l'aurore n'a pas de doigt de rose et que la terre n'est pas bleue comme une orange. Et encore, ça, c'est une comparaison. Enfin, la terre est bleue, c'est la métaphore, comme une orange. On va amener encore autre chose. Et pour des métaphores comme ça, et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un matin. Et, et en fait, donc cette tension linguistique, elle, comme ça, quand on regarde la phrase, on la voit pas tout de suite, quoi. Mais il y a une tension linguistique parce que finalement, ça dit que c'est et qu'en même temps, ça ne peut pas être. Ce qui est compliqué, c'est que là, les marqueurs linguistiques sont beaucoup plus difficiles à récupérer. Moi, j'ai des petites hypothèses sur comment faire, mais c'est encore à vérifier. Donc ça est et ça n'est pas. Le rapport métaphorique, parce que moi, ce qui est intéressant, ce n'est pas la métaphore, c'est le fait qu'on a un rapport métaphorique entre deux choses qui normalement sont distinctes, et on a cette tension linguistique, elle relie, et même elle identifie les deux concepts, les deux substances, surtout. C'est beau quand même, hein. Et cette tension linguistique, elle traduit une tension ontologique. Et alors là, ce dont je ne me souviens pas vraiment, si le tranche ou pas, c'est si cette tension ontologique, elle est en soi ou créée par le langage. Il me semble qu'elle est performative, mais pas dans un vrai performatif. En fait, on a une espèce de fiction performative avec la métaphore. Le performatif, je reprends le terme du linguiste Austin, la fonction performative du langage, c'est que le langage est une action. Ça va être quand on va dire je te baptise, et on baptise, et la personne change de nom. Il faut que ça marche, hein, le performatif, hein, c'est pas juste une bêtise, quoi. Le perlocutif, c'est passe-moi le sel, peux-tu, etc. Voilà. Et là, il faut avoir une action qui va pas être directe, hein, comme ça. Ça va être l'appel à une action plus que l'action elle-même. Le performatif, c'est vraiment le langage qui fait action. Mais avec la métaphore, vu qu'il y a une tension linguistique, on ne peut pas avoir un vrai performatif. On va donc avoir aussi un performatif en tension, c'est-à-dire une espèce de performativité elle-même en tension qui amène à cette ontologie en tension, c'est-à-dire que du point de vue de la substance, ça est et ça n'est pas. En fait, la métaphore, elle fait advenir sans faire advenir. Et c'est là qu'il est important de se rappeler que Ricoeur est chrétien. Et c'est pas du tout un truc qu'il explicite dans la métaphore vive, mais en bossant sur Renan, en fait, ça m'a sauté à la gueule, quoi. Et ça m'a permis de comprendre une chose que je comprenais pas. Moi, je viens d'une famille athée où on n'avait pas besoin de blasphémer, c'est juste que Dieu n'existait pas, quoi. Et donc le rapport à... Comme ça, alors clairement au logos, mais ça je suis pas sûre que la discussion sur le logos soit quand même non plus très courant chez les chrétiens au petit-déj, je crois. Mais voilà, et la lumière fut. Ça, le logos. C'est vraiment la parole divine comme acte de création. C'est le performatif ultime. Et ce qui se passe avec la métaphore, c'est pas une espèce de reduplication de ce logos, c'est autre chose. C'est beaucoup plus proche de la parole et de la parole parabolique de Jésus. Le royaume de Dieu est parmi nous. Ça, c'est vraiment le modèle, en fait, de la parole qui donne le modèle métaphorique de Paul Ricoeur, à mon humble avis. Qu'est-ce que c'est, le royaume de Dieu est parmi nous? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que normalement, le christianisme primitif, c'est une religion messianique, donc qui naît d'une attente
de prophéties qui attendent donc voilà, un messie, etc., mais qui postulent une fin du monde, et en plus assez proche, quoi. Voilà. Et cette fin du monde, en fait, avec une vision de l'histoire comme ça, très particulière, comme une parenthèse entre le néant avant la création, donc la création, et le jugement dernier, quoi. Et le royaume de Dieu, eh ben, c'est le jugement dernier. Juste après, quoi. Et donc, quand on va commencer, enfin, quand Jésus dit le royaume de Dieu est parmi nous, ben, il n'est pas dans la bonne temporalité. Et là aussi, on a cette tension temporelle qui va apparaître. En disant le royaume de Dieu est parmi nous, on n'est pas dans une prophétie, en fait. La prophétie, pour le coup, ça serait la comparaison. Le royaume de Dieu sera parmi nous, ou nous serons dans le royaume de Dieu. En fait, il fait advenir le royaume de Dieu au présent. Et advenir, c'est vraiment, non pas une actualisation qui a un rapport au passé, mais faire advenir, c'est beaucoup plus proche de la création. C'est que ça arrive. Et qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas, le royaume de Dieu? Bien sûr, c'est toujours le royaume de Dieu à venir, et pas encore là. Mais en même temps, ça veut dire que la communauté chrétienne, elle commence à vivre ce royaume de Dieu. Et c'est en ça que c'est un semi-performatif. Non pas que Jésus fasse les choses à moitié, évidemment, au contraire, il les fait plutôt en double. Avec un télescopage temporel et surtout ontologique. Et c'est exactement ça la métaphore chez Ricoeur. C'est ce même télescopage qui fait que la métaphore, elle fait advenir tout en ne permettant pas la réalisation pleine. Et peut-être qu'un jour, il y aura un temps des métaphores, mais ça, voici venu le temps des métaphores, c'est pas du Ricoeur. Hein. Et on a ce rapport-là qui est extrêmement complexe. Et ça, c'est vraiment... J'ai vraiment eu besoin de cette étape-là pour comprendre finalement quelque chose de la langue poétique et du dogme chrétien, en passant par la métaphore et donc par cette puissance langagière, par ce langage qui fait, évidemment, qui n'est pas une magie surnaturelle ou dans les sitcoms là, mais quelque chose qui au contraire fait être juste par le langage, mais qui va postuler cette présence du langage. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant, parce qu'en fait, ce franchissement des seuils de réalité, c'est celui qui m'intéresse quand je parle de fantômes, et ça, je l'ai fait dans pas mal de vidéos il y a quelques temps. C'est celui qui m'intéresse chez David Lynch, c'est celui qui m'intéresse quand je pense aux rêves. Voilà. Les fantômes ne sont que des espèces de désincarnation des métaphores. Et j'ai un peu envie de parler de Lynch et d'un billet que j'avais écrit qui s'appelait 3 degrés de réel chez Lynch, ou pour Lynch les images. Donc je suis persuadée que Lynch n'est pas du tout un cinéaste intellectuel, au contraire très très direct, mais qui permet, qui postule cette possibilité de faire advenir par l'imagination, de faire advenir la terreur, de faire advenir des choses non logiques, comme quand dans le Stairway, l'homme en face de vous appelle depuis chez vous. Ça, c'est pas aristotélicien du tout, hein. Ça, c'est une chien. Et ça, c'est vraiment la grande angoisse. Et je pense beaucoup en ce moment à Mulholland Drive, que j'ai eu tard, et pour lequel j'ai pas eu l'élan mystique que beaucoup de camarades ont pu avoir, parce que je l'ai pas vu à la sortie, moi, Mulholland Drive, je l'ai vu bien plus tard. Et j'ai été... En plus, je faisais des crêpes en regardant. Je suis absolument mauvaise lynchienne, quoi. Mais je pensais à, à ça. En fait, c'est un film sur le moment où le rêve se fissure, mais qui montre ce que le rêve contient de vestiges du réel. Donc ce moment où on fait advenir et où on vit dans la tension ontologique et dans la tension, pour le coup, esthétique. Et c'est pour ça que Lynch ne fait pas seulement des tableaux, mais qu'il fait des films. Parce que la force esthétique, elle peut là se déployer, et le récit lui permet de prendre vie. Évidemment, en fiction, métaphorique, etc.
Et là, je risque de spoiler Mulholland Drive, mais je pense que la scène extrêmement marquante du Silencio, où Rebecca Del Rio chante sur scène, et en fait elle chante en playback, et en fait tout le monde pleure, et en fait le twist commence, est absolument centrale. Mais la scène que je préfère, et celle qui me rend aujourd'hui si triste, c'est celle du Winkies, au début du film, pas au tout début. Mais quand on voit ces deux hommes qui discutent, et moi j'oublie toujours les noms, et où l'un raconte un rêve qui l'a terrifié, et l'autre lui dit de ne pas s'inquiéter que ça n'était qu'un rêve, et tiens, viens, on va aller voir sur les lieux de ton rêve, et là, une apparition. Et le rêveur meurt de réalité. Et qu'est-ce qui se passe? Je crois que ce moment-là, c'est pas exactement le moment où le rêve devient réel, où la réalité perce sous le rêve. C'est le moment où le rêve advient, avec cette tension extrêmement fugace, très proche de ce qu'on appelle, pour les films d'horreur, un jumpscare, le truc qui vous fait peur. Et ça fait peur. Et qui se re-réalise ensuite, qui se resubstantialise. Et en même temps, il y a un secret, parce que c'est pas un acteur, c'est une actrice. Et cette terreur du rêve qui appelle à prendre le rêve au sérieux et à écouter le rêve, elle me rappelle que ces rêves, ils ne sont pas des échappatoires ou des fuites, ils ne sont pas non plus exactement des transfigurations du réel ou des recompositions, mais ils en sont des créations. Mais des créations qui n'ont pas de place et donc qui ne peuvent pas exister, qui restent comme les fantômes, comme des esprits sans corps. Et je suis absolument attristée du fait que la terreur d'un rêve peut venir vous tuer en vrai, avec cette idée que vous ne pourrez plus rêver. Et je vais vous dire à bientôt.